perdu ma maman, j'avais 10 ans. J'ai ma fille qui est handicapée. Mon mari, il a pris 12 ans de prison et je viens de perdre mon fils. J'ai eu des idées noires. Perdre un enfant, c'est terrible. Donc j'ai pensé à des choses horribles. Là, j'ai envie de déménager. J'ai mis mon appartement à vendre, faut que je m'en aille. Genre, ils ont braqué des armes, ils sont mis au péage. Enfin, il m'a dit un truc de dingue. Dis t'as un film. En fait, tu sais, je vais te dire, j'ai l'impression que j'ai une malédiction. Et je me dis, dès que j'ai un moment de bonheur, dès que j'ai quelque chose qu'on m'accorde, quelque chose de bien, il y a toujours un truc qui va pas derrière. C'est incroyable. S'ils avaient pu réanimer mon fils, ça aurait été un légume. Mais je m'en fous. J'aurais préféré qu'il soit légume avec moi que de devoir lui mettre des fleurs au cimetière. Ah, je me suis écartée de beaucoup de gens. Ah bah. Énormément. Énormément. Bah, j'ai vu les vrais et les autres. J'ai perdu beaucoup d'amis. Ah, parce qu'on m'a dit, tu deviens un dingo, là. On m'a dit, faut que tu t'arrêtes. Hein. Mais moi, c'est viscéral. Il me faut un enfant, là. Il m'en faut un. Il me manque un enfant. Mais moi, j'ai déjà mon prénom et tout. Si un jour j'ai un garçon, bah, tu verras, tu te diras, ah ouais, vous verrez le prénom. C'est un lien avec mon fils. Bonjour Liam. Bonjour Sam. Bonjour Julie Madar. Bonjour Sam. Alors si vous ne connaissez pas ce duo, ce combo, eh bien vous allez le découvrir en interview en toute intimité. Liam Di Benedetto, forcément qu'on a tous connu à l'époque, c'était un des Marseillais. Marseillais, ouais. Sur W9. Non, t'avais failli participer à Secret Story. J'ai fait un petit peu, mais le début, c'était pas dans la maison. Voilà. Exactement. Ouais. Tu avais fait le lancement. Ouais, c'est ça, exactement. Le kick-off, comme on dit. Et Julie Madar, tu es auteure, réalisatrice à succès, et tu as écrit le livre de Liam Di Benedetto qui s'appelle « Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas ». Bienvenue. Merci à de vous toutes les deux. accueillir. Merci. On va commencer cette interview avec une première partie où on va parler de ce projet, où on va parler de ce livre qui est un véritable événement, alors qu'il n'est même pas sorti encore au moment où on tourne cette interview. Vous en avez déjà vendu plus de 13 000 exemplaires. Il est déjà en réimpression, c'est juste incroyable. Est-ce que vous vous y attendiez, Julie, Léa? Je commence. Je m'y attendais, oui et non. Je m'y attendais... oui, parce que je sais qu'on attendait mon retour. Mais non, peut-être pas autant aussi vite. Je suis très contente déjà. Je suis super contente qu'on en ait vendu autant. J'espère qu'il y en aura encore d'autres qui seront vendus. Mais je ne m'attendais pas à autant quand même. Comment tu as travaillé sur ce bouquin, Julie Madar? Alors, je sais que tu as déjà travaillé sur un ouvrage célèbre, un livre avec Marco Mouli, donc l'escroc Marco Mouli. Le livre que tu as coécrit, c'est La Cavale. C'est ça. Voilà. J'ai fait mes petites recherches Google. J'ai vu que ton ex-mari, c'était Thomas Sisley. Oui. Vous avez 2 enfants ensemble. C'est ça. C'est ça. Quels sont vos points communs avec Liam? Oh, on en a plusieurs. Alors, déjà, en fait, j'ai eu un peu le même parcours de fiesta, on va dire, jeune. D'ailleurs, quand elle me racontait Miami, Saint-Tropez... On a des amis en commun. Ouais, Tel Aviv, je me suis aperçue qu'on avait des amis en commun. Alors, je suis un peu plus âgée qu'elle, mais il y a toujours les baroudeurs de la fête qui sont encore là et qui ont fait ma génération et la sienne. Donc déjà, ça nous a beaucoup fait rire. Puis je connais un peu Saint-Tropez, je connais la plage de son père, donc voilà, il y a eu une relation très familiale et familière très rapidement. Comment vous avez travaillé ensemble? Comment vous avez fait connaissance? Quel a été le lien qui vous a unis? On a commencé, un message. C'est Léa qui m'a envoyé un message l'année dernière. Il se trouve qu'elle m'a envoyé un message sur Instagram le jour de mon anniversaire. Sans le savoir. Sans le savoir. Et donc, elle s'est retrouvée, je recevais plein de messages et je reçois le message de Léa qui me dit qu'elle vient de perdre son fils 3 semaines avant, qu'elle a personne à qui parler, qu'elle se sent très seule et qu'elle a pour idée d'écrire un livre. Ça démarre comme ça. Et je l'appelle tout de suite, elle me laisse ses coordonnées, je l'appelle et ce qui me choque, moi, tout de suite, dans son message, c'est « Je viens de perdre mon fils et je voudrais écrire un livre ». Et je me dis, c'est quand même bizarre, si sa première idée, c'est ça, quand tu perds quelqu'un et qui plus est un bébé, on a besoin d'un moment de deuil. Et c'est la première question que je lui pose, je lui dis « Mais c'est peut-être un peu trop tôt ». Et elle me répond avec une
petite voix, parce qu'elle a beaucoup d'assurance, Léa, comme ça, tout de suite. Et là, d'un coup, j'avais face à moi une petite fille complètement perdue qui me dit « Je ne sais pas comment enlever cette douleur, je n'ai pas de solution ». Et elle me raconte un peu son parcours. Et là, d'un coup, pour moi, c'est une évidence. Et à travers Liam et donc Léa, c'était de raconter toute une génération, cette génération d'influenceuses, et cette génération qui pense vite, qui a besoin de traiter l'information au même titre que la douleur très très vite. Et c'était ça qui m'a chauffée, voilà, je me suis dit, ok, il faut le faire. Ah, c'est comme ça que tu l'as perçu, c'est comme ça que tu as senti son premier message, et que toi, c'est comme ça que tu l'as vécu, Léa. Oui, c'est ça, ouais, exactement. J'avais besoin d'aide, en fait. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de raconter. C'est vrai que c'était assez rapide, parce que 3 semaines après, c'est quand même rapide. Mais en fait, j'avais besoin d'aller mieux, tout de suite. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais aller mieux? Et je me suis dit, il faut que j'écrive un livre, il faut que je raconte mon histoire, il faut que j'aide aussi ces femmes, parce que moi, c'était très, très dur pour moi. Mais c'était très dur depuis longtemps. C'était très dur depuis longtemps, mais là, c'était le coup fatal. Perdre un enfant, il n'y a rien de pire. Donc, j'ai vécu plein de choses assez difficiles, mais je m'étais toujours relevée. Là, tu vois, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à me relever? Donc, en parlant avec mon mari, il m'avait dit, c'est lui, en fait, c'est mon mari qui a trouvé Julie. Il avait regardé des émissions à la télé, et il avait vu, donc, Julie avait écrit un livre pour Marco Mouli, et il m'avait dit, bah, écris-lui. Et en fait, moi, quand je lui ai écrit, j'avais cette idée d'écrire un livre pour raconter mon histoire, mais franchement, quand je lui ai écrit un message, je pensais jamais qu'elle allait me répondre. Je me suis dit, j'envoie, puis on verra. Et en fait, c'est vrai que tout de suite, elle m'a répondu, on s'y est au téléphone, elle a accroché. Et ça, tu l'as pas raconté, mais tu le racontes souvent. Quand je raconte ma vie, je lui dis, j'ai perdu ma maman, j'avais 10 ans, j'ai ma fille qui est handicapée, mon mari, il a pris 12 ans de prison, et je viens de perdre mon fils. Et la première chose qu'elle m'a dit, et on le dit souvent quand on raconte l'histoire... Tout ça à la même personne, sans déconner. Et en fait, elle symbolisait tout ça, une vie de drame, alors que quand j'ai été voir son Insta, j'ai vu les soirées, les paillettes, la plage, les yachts. Tu t'es dit, Insta n'est pas la réalité. Exactement. Alors moi, à mon âge, je le sais, c'est ce que je dis aussi à mes enfants, Insta n'est pas la réalité, arrêtez de croire tout ce qu'on vous vend. Et là, elle symbolisait tout ça, elle me permettait de pouvoir écrire tout ça. Donc je lui ai dit oui tout de suite. Et puis ça a dû te frapper aussi la façon dont elle te le dit, avec détachement certainement. J'ai une fille handicapée, mon mari est en prison, je viens de perdre mon fils. Parce que connaissant un petit peu son caractère, à Léa, à Liam, voilà, tu dis les choses comme ça, ouais, quoi. Je suis très directe. Tu réfléchis sans réfléchir, pas avant de formuler. Tout le temps, on me le dit. Tout le temps. Mais parce qu'en fait, tout ça pour moi, c'est ma vie, c'est comme ça. Comment tu veux que je le dise? Enfin, c'est vrai, moi, je suis très directe. Des fois, je parle sans réfléchir. De toute façon, j'allais pas passer par 4 chemins. Tu vois, fallait que je décrive vite, rapidement ma vie. Est-ce que c'était éprouvant pour toutes les deux, et comment vous avez vécu chacune l'épreuve de cette écriture? Toi, en racontant ton histoire, et toi, Julie, en la transformant en mots sur le papier. Moi, je vais te laisser démarrer. En lui racontant, ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, vraiment, je le dis souvent, c'est vrai. Si j'avais pas écrit ce livre, je sais pas si je serais... déjà, je serais sûrement pas là avec toi. Je sais même pas si je serais là tout court, en fait. Ça a été vraiment comme une thérapie. Ça m'a fait du bien. J'ai accroché de suite avec Julie, donc j'ai vu des psys, un psychiatre et tout pour essayer de m'aider. Mais voilà, on avait ce projet d'écrire un livre. Mais au-delà de ça, ça m'a permis... déjà, on a remonté le fil de ma vie. Donc déjà, au lieu de penser de ce que j'étais en train de vivre actuellement, c'est-à-dire la perte de mon fils, on me parlait de mon enfance, donc j'avais un peu la tête ailleurs, tu vois, pas vraiment sur ce que je vivais tout de suite. Donc ça m'a fait du bien. J'ai beaucoup accroché avec Julie, on s'entendait bien, je lui ai raconté ma vie. Voilà, on s'appelait. Ça m'a fait vraiment du bien pour ma reconstruction, en fait. Est-ce que tu veux dire que si tu n'avais pas écrit ce livre, tu serais morte? Je dis pas que je serais morte, je sais pas. J'ai eu des idées noires, hein. Je te dis la vérité, j'ai eu vraiment des idées noires. Mais j'avais mes enfants. Si j'avais pas eu mes enfants, sûrement, ouais, je te dis la vérité. Ouais, mais j'avais mes enfants. Juste avant, quand même, tu me dis, je serais certainement pas là. Peut-être que je serais pas pas là avec tout court. toi, parce que oui, peut-être pas. Je sais pas. Tu viens de dire peut-être que je serais pas là tout court. J'ai eu des idées noires. Perdre un enfant, c'est terrible. Donc j'ai pensé à des choses horribles, mais j'avais quand même mes enfants. Donc ce qui te tenait, c'était tes enfants, bien sûr. C'est évident. Bah oui. Sinon, tu serais plus là? Peut-être pas. Peut-être pas. Tu lui as dit ça à Julie? Bien sûr. Elle le sait. Elle le sait, ouais. Moi, quand je l'ai vécu, avec... J'ai l'impression d'avoir vécu avec elle, hein, déjà. Ça doit être dur aussi. Ah, c'était super dur. Vraiment, c'était super dur. D'abord, on a démarré à l'enfance, donc tout de suite à la perte de sa mère, j'ouvre le livre là-dessus, Pascal. Et
on a tendance en plus à s'identifier. Donc forcément, quand elle me raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui perd sa maman, moi, je pense tout de suite à mes enfants, à leurs réactions. Et il y a plein de moments où j'étais submergée par l'émotion et j'hésitais pas à pleurer avec elle. Et il y a d'autres moments où je sentais qu'elle avait besoin de force. Donc, je suis maman aussi. Puis on a eu cette relation quand même mère-fille où plein de fois, elle me disait « Ah là là, j'ai l'impression de parler... » Ah oui, je l'appelais, elle me répondait pas. Je dis « Non, tu peux pas me faire ça. Tu es obligée de me dire où t'es. » Je m'inquiète vraiment comme pour mes enfants. À un moment, j'ai l'impression de vivre avec elle. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, on se connaissait pas. Elle est venue dormir à la maison. Voilà, mais c'est ce que je mets dans le livre. Et donc, forcément, j'avais un transfert entre elle, ma fille. Tous mélangés, vraiment, sa vie, la mienne. Et on a eu cette espèce de binôme où on s'appelait tous les jours. Et puis alors, on pouvait parler du livre, mais comme on pouvait parler d'autres choses, hein, on pouvait parler de nos seins, de nos fesses, de chirurgie, de n'importe quoi. On parlait de plein de choses. En fait, il y a une vraie complicité qui est créée. Exactement. Et j'avais donc, parce que j'ai construit le livre en trois parties, donc une partie enfance, une partie jeune fille et la partie maman. La partie jeune fille, c'était la partie la plus pop du livre parce que j'avais besoin de cette respiration après toute l'enfance quand même un peu chaotique, les internats et tout ça. Et donc, on a eu cette partie adolescence faite et après la partie maman. Ce que j'ai trouvé génial dans ce qu'elle me racontait, et ça a été d'ailleurs la phrase qui m'a marquée, c'est quand elle m'a dit « Mais moi, j'ai jamais voulu être connue. » Parce que même moi, hein, qui ai une image de l'influenceuse type, c'est des gamines qui ont grandi avec l'envie de la notoriété. Mais elle, c'était pas du tout son cas. Et donc, quand elle me dit ça, elle me dit « Mais moi, la seule chose que je voulais, c'était avoir des enfants. Je voulais une grande famille. » Tu rêvais d'être mère? Ah oui, depuis toujours. Ouais. Depuis toujours. J'ai toujours voulu avoir des enfants, une grande famille. Mais est-ce que c'est parce que tu as manqué de ta propre maman, je pense, Pascal? Ouais. Je pense qu'inconsciemment, c'est le fait que j'ai pas eu de maman, j'ai pas eu de frère, j'ai pas eu de sœur. Moi, je suis toute seule. J'ai mon papa, évidemment, qui m'accompagne dans tout. Voilà, tu as été choyée par ton père. Oui, énormément. Heureusement. Mais c'est vrai que mon père, il a eu le rôle du papa et de la maman. Il n'y a peut-être pas tous les hommes qui auraient pu. Hein. Mon père, il a été là, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Mon père, il me suit de partout. Je sais que je peux compter sur lui à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Non, mais c'est ça, ni frère, ni sœur, voilà, un besoin de famille. J'avais ce besoin. Et je le ressentais, il se trouve que moi, je suis très famille. Donc, il y a tout le temps, bon, mes gosses, évidemment, chez moi, mais il y a tout le temps du monde, j'aime cuisiner, j'aime recevoir. Et donc, je l'ai incorporé à tout ça. Quand on faisait des FaceTime, elle faisait partie de mon quotidien et de ma vie pendant tous ces mois. Et c'est ça qui était génial, parce que je le mets dans le livre, et je la retrouvais en train de discuter de contouring et de maquillage avec ma fille de 17 ans, où elle s'échangeait leurs tips. Et d'un coup, elle faisait partie de ce truc-là. Mais je savais, dès le départ, hein, dès qu'on a commencé le livre, j'avais dit, le dernier chapitre, ça sera sur la mort de ton fils et on s'arrêtera là. Pourquoi tu voulais t'arrêter là? Pourquoi tu ne pouvais pas aller au-delà? Parce qu'au-delà, pour moi, c'était la promo. Et donc, je voulais qu'elle en parle directement en promo. Et on savait dès le départ qu'on annoncerait le livre le 7 août, le jour de la mort de son fils, les 1 an de la mort de son fils. Donc, j'avais envie aussi de laisser cette part à la promo pour dire comment elle a évolué, comment tout ce que ça lui a apporté. C'est pas anodin, ça, non. Cette annonce le 7 août. Non, c'était voulu. C'était voulu. Prévu dès le départ. On s'était dit qu'on le sortirait le jour de la mort de mon fils. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand non, même pas. En fait, justement, quand mon fils il est décédé, je suis allée à l'hôpital. Je suis à peine arrivée à l'hôpital que tout le monde était en train d'annoncer la mort de mon fils. Tout le monde. Donc, on t'a volé ce moment. On m'a volé ce moment. Donc, on s'était dit, si on revient, ce sera moi qui vais annoncer que je reviens avec un livre. Qui t'a volé ce moment? Plein de gens, plein de blogueurs. En fait, ils m'ont vu. Ça s'est su, je sais même pas si c'est pas du côté des pompiers ou à l'hôpital. Mais tout de suite, je suis arrivée à l'hôpital, je recevais des messages, des condoléances. J'ai ma famille, mes amis qui l'ont su par des gens, quoi. C'était terrible. Déjà, je venais d'apprendre que mon fils venait de mourir. J'arrive à l'hôpital, je reçois des messages de condoléances. Ça commence à s'ébruiter. Enfin, c'était horrible. Et puis, t'es passé des félicitations quelque part aux condoléances de façon très rapide. C'est ce qu'on me dit. Moi, je regarde, la dernière fois, j'ai envoyé un message Instagram à une copine. Je suis tombée sur la photo de mes enfants avec écrit félicitations.
Et après, juste en dessous, mes condoléances. Et j'allais lui envoyer un message et ça a remonté les conversations. Tu sais. Et le fait justement de sortir ton livre, votre livre, le 7 août, le jour de la mort de ton fils, est-ce que c'est une sorte d'hommage? Est-ce que tu le vois comme un hommage? Est-ce que tu le vois comme un cadeau, comme une trace que tu laisses, un objet dans ce monde vivant? Ouais, comme une trace, oui, c'est ça. On avait envie, pour nous, c'était significatif de le sortir ce jour-là. C'était ce jour-là et pas un autre. Et pour moi, c'était une façon pour elle de se réapproprier l'histoire. Vraiment. Et il y a un truc qui est très frappant et je veux le raconter parce que je crois que pour moi, c'est la scène qui m'a le plus marquée dans toute l'écriture. Au moment où... du coup, c'est moi aussi qui vais pleurer parce que c'est le moment qui me fait à chaque fois chialer. Je déteste être submergée comme ça par l'émotion, mais au moment où je dois écrire ce dernier chapitre, je l'appelle la veille, en lui disant, écoute, c'est demain, donc prépare-toi. Réfléchis à tout ce que tu dois me dire. Et pendant 24 heures, vraiment, je sentais et sa pression à elle. On attendait la fin. Et la mienne. Et c'était un samedi soir. Ma fille se préparait pour sortir. Elle était avec une copine dans sa chambre et je m'installe. Donc, je suis assise dans mon salon par terre. J'enregistre tout. Et je l'appelle. Je lui dis, t'attends d'avoir couché les enfants pour qu'on soit tranquille. Et en fait... Tout le livre, à chaque fois, je la dirigeais, moi, je lui posais beaucoup de questions, je l'amenais à sortir des choses auxquelles elle ne pensait même pas. Et d'ailleurs, pour la plupart, on le voit dans l'enfance, elle a beaucoup moins de souvenirs. Et arrivé à ce moment-là de son fils, et je pense, Dieu merci, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je pense que quand arrivent des drames comme ça, où on se sent tellement désœuvré, qu'on a tendance à refaire le film, à remonter l'histoire pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé tellement vite. Et en fait, quand elle me le raconte, elle me sort des détails qu'elle ne m'a jamais sortis avant pour aucune de ces histoires. Là, tout est millimétré, mais comme si elle l'avait déjà écrit 1000 fois, repensé 1000 fois. C'est-à-dire que jusqu'à la position de ses mains sur le corps de son fils, tout était super décrit. Et en fait, donc elle était sur haut-parleur et elle me parlait, et je pleurais, je n'osais pas dire un mot. Et du coup, ma fille m'entend pleurer et entend quelqu'un pleurer. Donc elle sort avec sa copine et je lui fais signe, je lui dis chut, chut. Et elles s'asseyent, les deux gamines. Elles s'asseyent, elles écoutent. Et quand elle finit, on était toutes en train de pleurer. Et il y avait 3 générations comme ça, de femmes en train de comprendre ce truc-là. Et j'ai trouvé ça fou. Mais vraiment fou. C'est le moment qui m'a le plus marqué du livre. C'est vrai, tu m'as toujours dit. Voilà. C'était douloureux ce moment? Tu savais que ça allait être le moment où tu devais raconter la fin. Du début, on a écrit ce livre. Julie, tout le temps, elle me disait, prépare-toi. J'appréhendais vraiment, parce que le début, tout ça, ça allait, parce que ça fait longtemps. Mais la fin, j'appréhendais aussi beaucoup de raconter. Je l'avais jamais raconté, en plus. À personne? À personne. Mais les gens proches autour de moi, mon mari, mon père, la famille, quoi. Mais je l'avais jamais raconté. Et puis, je pense pas qu'elle l'ait raconté même comme ça. Parce que là, vraiment, c'était plein de détails. Elle a eu besoin de rien me dire. Elle m'a dit OK. Et on a oui, j'ai laissé tourner j'ai posé aucune question. Alors d'habitude, c'est vrai qu'elle me guide et tout. Et là, elle m'a dit bon, alors, OK, raconte. Et j'ai raconté, c'était tout. Tout. Voilà, c'était. Je l'ai pas interrompu une seule fois. Un moment comme ça, c'est comme une photographie, un drame comme celui-là. Tu as tous les détails. Tu peux te souvenir des odeurs, des sensations. Tout. Elle se les refait 1000 fois dans sa tête. Ouais, tout. C'était malgré toi un besoin de te refaire cette scène continuellement? Non, j'aimerais presque l'oublier. Mais tu n'y arrives pas? Bah non. Là, j'ai envie de déménager. J'ai mis mon appartement à vendre, faut que je m'en aille. Tu peux plus vivre dans ces murs? Non. Il y en a qui aimeraient rester, j'ai parlé avec beaucoup de gens et tout, qui ont perdu un enfant à côté de mon fils. Là où il est enterré, il y a une dame qui est une petite fille, qui était plus grande que mon fils. Et j'ai parlé du coup avec elle. Et elle m'a dit que sa chambre est restée intacte et ça fait des années. Hein. La dame, elle a tout laissé. Moi, j'ai pu rien garder. Rien. Et tout me rappelle, quand les pompiers sont venus, qu'ils ont mis mon fils au sol. Il y avait même du sang par terre. Ils ont dû lui faire des piqûres et tout. Genre, je passe à chaque fois par là, j'ai l'angoisse. Moi, au début, je pouvais plus rentrer dans la chambre de mon fils. C'était impossible. Déjà, j'ai dû tout changer. Ça, c'était évident. Mais voilà, je suis plus à l'aise chez moi. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Il y en a qui veulent que ça leur rappelle des souvenirs. Moi, ça m'angoisse chez moi.
Tu vois, ça, c'est très significatif de cette génération. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, pour moi, c'est cette vision-là. Le besoin, l'envie d'oublier rapidement, de passer à autre chose rapidement, de ne pas souffrir, de souffrir rapidement. Exactement. Ouais, en fait, mais comme je t'ai dit, même quand il s'est passé ça, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est quand que je vais aller mieux. Ouais. Je pensais déjà quand est-ce que j'allais aller mieux. En fait, on veut souffrir aussi vite qu'on traite l'information. Oui. Et c'est très significatif de ça. Et c'est ce qui m'a, moi, donné envie de faire ce livre. Et c'est ce que tu arrives à expliquer au travers du discours de Liam, des déclarations de Liam dans ce livre? Je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé, c'est comme ça que je l'ai conçu, et c'est les retours que j'ai aujourd'hui des lecteurs. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il marche aussi bien. Moi, je ne m'attendais pas à autant de ventes, parce qu'en plus, un livre, c'est tellement aléatoire, la vie d'un livre. Et c'est ce que j'arrêtais pas de lui dire. On ne peut pas savoir, peu importe le nombre de gens qui te suivent, on peut vendre 1000 exemplaires comme on peut en vendre 50 000. J'ai eu le cas avec Marco, où on en a vendu 35 000. J'étais la première à me dire, mais qui va acheter ce livre-là? Et en fait, tout le monde m'a suivi. Et je pense que l'histoire de Liam, elle est très significative, et vraiment, j'ai fait en sorte que quand on lise l'histoire, on soit touché à un moment ou à un autre, que ce soit la perte de sa mère, que ce soit dans son adolescence, que ce soit dans l'internat. En fait, elle symbolise vraiment toute cette génération pour moi. Julie Madar, merci infiniment d'avoir été avec nous, de nous avoir fait le cadeau d'être avec nous pour la première partie de cette interview. Vous avez une complicité mais extraordinaire. C'est beau à voir, c'est hyper touchant. Mais vraiment, vous avez une belle complicité, ça transparaît. Bon, si je peux dire, elle peut plus me saquer maintenant. Non, c'est pas elle vrai. Elle peut plus me voir. Mon histoire, elle en a marre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, l'histoire de Liam Di Benedetto, Léa, qui s'appelle donc son livre « Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas » aux éditions Le Duc. Vous pouvez commander son ouvrage de partout. Votre ouvrage de partout, il est disponible de partout. Vous découvrirez cette histoire écrite par Julie Madar. J'ai envie de dire brillamment écrite par Julie Madar. Merci d'avoir été avec nous. Liam, nous on continue ensemble. Merci. Et je t'aime. On se retrouve tous les deux. Oui. Maintenant, Liam. Alors moi, tu vas voir, je vais remonter un petit peu dans l'histoire pour qu'on puisse tout expliquer ensemble et tout peut-être mieux comprendre. Tu filais le parfait amour, je me souviens, avec ton mari Christophe, avec ta fille Joy, avec ta fille Charlie, et tu avais annoncé sur les réseaux sociaux que tu te séparais de Christophe. Qu'est-ce qui était à l'origine, ça te fait rire, de cette séparation au départ? Il va me tuer. Non, franchement, je ne me rappelle plus du tout. Je ne sais plus pourquoi c'était. Une dispute, hein. Après on est un couple, hein. Il y a des hauts, des bas, il y a des disputes. Forcément, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Donc je ne saurais pas te dire pourquoi c'était, mais il y avait eu une dispute. Et moi, excessive, voilà, je vais toujours à 2000 à l'heure, je veux que ça aille vite dans tout. J'avais dit que c'était terminé, j'ai dû lui dire pour lui faire peur, je l'ai marqué sur les réseaux. Mais bon, ou peut-être qu'on s'était disputé, séparés 2 jours. Mais bon, c'est pas une séparation pour moi, ça. Est-ce que son passé, t'en avais connaissance? Est-ce qu'il t'en avait parlé? Est-ce que c'était source de dispute? Non, c'était pas source de dispute, son passé, pas du tout. Et s'il m'en avait parlé, oui, il m'en avait parlé vite fait quand on s'est rencontrés, en fait. Moi, je savais pas qui il était. Parce qu'à Nice, il est connu quand même, Christophe. Défavorablement sûrement, mais il est connu, quoi. On sait qui c'est. Et vu que moi je suis de Saint-Tropez à la base, déjà, moi Nice, je connais pas trop. Donc je savais pas qui c'était. Et c'est mon ami, notre ami qui nous a présenté, qui m'a dit, mais tu sais pas qui c'est, Christophe Dicranian? Non. J'avais regardé du coup sur Internet, j'avais vu quelques petits trucs sur lui. Ça te faisait peur? Pas forcément, parce que il a pas tué quelqu'un non plus. Hein, donc pas forcément. Après, je pense plus qu'il a fait ces choses parce que des fois... dans la vie, voilà, tu prends des mauvaises décisions, etc. Peut-être par manque d'argent, j'en sais rien, je sais pas. Mais t'es tombée amoureuse de lui? Je suis tombée amoureuse de lui, on s'entendait bien, il me traitait bien pour une fois. On prenait soin de moi, on me respectait. C'est quelqu'un de cultivé, il est beau. Enfin, il avait plein de qualités. On s'entendait super bien, donc son passé, c'était pas quelque chose qui me faisait peur, quoi. Puis tu devais être contente de participer à une émission avec lui. Toi, quand on avait déjà fait par le passé, il y avait eu les 50. Ouais, tu parles de quoi là sinon? Quand vous deviez participer, quand vous avez participé aux 50, ouais, bien sûr. Tous les deux, comment vous avez réagi quand la prod vous dit on va le couper au montage, avec du recul, comment tu vois ce traitement? Déjà, quand ils nous l'ont annoncé, on était choqués quand même, mais ça s'est fait très vite. Voilà, il fallait qu'il s'en aille, etc. Et après, on a vu en plus qu'ils l'ont coupé au montage, donc carrément on dirait qu'il est jamais venu dans l'émission. Et ils t'ont laissé toi?
Ils m'ont laissé moi. Bon, c'était un choix, hein, j'aurais pu partir si je voulais. Hein. Mais bon, j'étais dans le truc, allez, on s'est dit je reste. Bon, j'étais restée, ça le dérangeait pas mon mari que je restais. Sinon, je serais rentrée, évidemment. Mais on l'a quand même mal pris. Surtout lui, quoi. Ça se fait pas. En plus de ça, on a quand même des enfants. Donc, on avait fait garder nos enfants pour pouvoir venir à ce tournage. À la finale, pour que tu le mettes pas, que tu l'enlèves et tout, c'est pas cool. Ça se fait pas. Et par rapport à son passé, moi, j'aime pas trop ça parce que le passé, c'est le passé. Il avait pas encore eu de jugement. Son procès qu'il a eu là pour les 12 ans, c'était pas encore. Donc tu juges quelqu'un par son passé. Moi, je suis pas trop comme ça. J'aime beaucoup découvrir la personne. C'était avant la condamnation qu'ils ont décidé de le couper au montage. Donc avant d'apprendre des histoires d'associations de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Mais parce qu'ils ont dû faire des recherches. Et puis après, c'est vrai que je crois que ça s'est enchaîné. Quelques temps après, il y avait eu la date de son procès. Donc il allait être jugé. Mais il n'était pas encore. Donc s'ils se sont basés sur son passé, c'est pas sympa et c'est pas bien parce que Christophe, c'est quand même quelqu'un de bien. Des fois, tu peux faire des erreurs dans ta vie, mais c'est pas pour autant que tu es une mauvaise personne. Hein. D'ailleurs, la preuve avec Christophe, hein, c'est quelqu'un de très bien. C'est la personne qui m'a le mieux traité et avec qui je suis le mieux dans ma vie. Donc, comme quoi... Il te parlait de cette condamnation? Vous l'évoquiez? Il m'en avait déjà parlé, mais il n'y avait rien de sûr. Il n'avait pas de date de procès, il n'y avait rien. Donc, on en avait déjà parlé vite fait, mais c'est tout, quoi. On n'était pas autre chose. Et puis moi, je vais te dire un truc. C'est quelque chose, pas qui ne me regarde pas, mais je ne veux pas savoir. Même mon père, tout ça, on ne veut pas savoir. Son passé, c'est son passé, on sait. Mais moi, je veux rien savoir. Comme ça, au moins, moi, j'ai rien à voir dans tout ça. De toute façon, c'était avant. Mais moins je sais, mieux je me porte. Parce que toi, tu avais déclaré, Liam, mon mari à Nice, la police ne peut pas se le voir. Oui. Je m'en fous, je le dis. Il avait une belle vie, il était avec moi et leur but, c'était de le mettre en prison. Le jour du verdict, mon mari voulait se rendre à Draguignan parce qu'il y a des unités de vie familiale. Donc, ils l'ont arrêté avec des armes sur l'autoroute en sens inverse. Pourquoi la police, elle ne pouvait pas voir ton mari ? Ça, c'est lui qui me le dit. Hein. Il m'a toujours dit que... parce qu'en fait, ils étaient restés sur une note tu sais, quand tu es enquêteur, que tu travailles dans la police, que tu fais un boulot, parce qu'ils font un gros boulot quand même pour découvrir qui fait quoi, c'est un travail. Donc tu passes du temps à découvrir. Et à la finale, parce que mon mari, il était rentré pour cette affaire, 3 ans en prison. D'accord ? Quasiment 3 ans. Et ensuite, pour vice de procédure, il était sorti. Donc la police, tout ça, ils avaient les boules. Parce qu'ils ont fait un gros travail et finalement, au bout de 3 ans, il sort. Donc voilà, ils avaient envie que... pour eux, c'était pas normal que Christophe soit dehors. Donc après, nous, on s'est rencontrés, on avait pris un restaurant, on avait une vie normale, quoi, comme tout le monde. On avait un resto, des enfants, on s'était mariés, on travaillait, quoi. Et donc, eux, ils voulaient vraiment que Christophe retourne en prison. Pour eux, je pense que c'est mon mari qui me le dit, mais je pense aussi, hein, c'était pas possible que ça se finisse comme ça. Tu leur en as voulu à la police? Tu leur en as voulu à ces flics responsables de cette enquête, de cette arrestation, alors que tu disais qu'il allait se rendre? Donc tu disais que tu comprenais pas pourquoi ils l'ont arrêté de cette façon-là, en mode cavale, quoi. En fait, pour ce qui est de la cavale, en fait, voilà, il y avait une unité de vie familiale, donc l'UVF, à Draguignan. Christophe voulait se rendre à Draguignan parce qu'en plus, à Nice, Christophe, il m'a toujours dit qu'il l'aurait pas gardé, parce qu'il connaît beaucoup de monde, etc. Donc il allait se rendre pour aller à Draguignan et en fait il était sûrement suivi. Donc la BRI, ils l'ont arrêté comme dans les films. Hein. Sur l'autoroute, il m'a toujours dit, hein, si t'étais là, tu te serais évanoui. Genre ils ont braqué des armes, ils sont mis au péage. Enfin, il m'a dit un truc de dingue, digne d'un film. Donc eux, ils ont pensé, je pense, mais en plus c'est même pas le même trajet, qu'ils voulaient prendre la fuite. Mais déjà, mon mari, il l'aurait jamais pris, il serait jamais parti en cavale. Il a une femme, on a des enfants. Il m'aurait jamais laissé comme ça, sans nouvelles, c'est pas possible. Et puis moi, mon mari, il sait, dès le départ, je lui ai dit, parce que quand il m'a dit il a pris 12 ans, j'aurais pu aussi faire le choix de lui dire j'ai pas les épaules pour, désolé, on arrête. Moi, 12 ans, 10 ans, 20 ans, ce que tu veux, je l'aurais suivi. C'est mon mari, je l'aime, je l'aurais accompagné jusqu'au bout. Tu as déclaré sur les réseaux, Christophe a été condamné à 12 ans de prison, j'ai le cœur déchiré, je vis l'un des plus lourds moments de ma vie, je vais me coucher ce soir sans lui, sans son odeur et sans sa présence. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à ce moment-là? La condamnation? L'incarcération? C'est un tout. La condamnation, déjà, j'ai trouvé ça 12 ans énorme pour ça. Parce que c'est une affaire quand même qui... Pas que pour ça, parce que c'est vrai que c'est grave, hein, faut pas banaliser le truc, c'est très grave. Mais c'était en 2015, tu vois, là, il s'était fait juger en 2022. Après, il faut prendre en compte aussi que la vie change, les gens changent. S'il continue à faire ça, je veux bien, il doit payer. Il avait déjà pris 3 ans, il avait déjà quand même effectué une peine, il n'avait pas rien fait. Là, moi, au procès, j'ai montré que j'avais ma fille handicapée, qu'on était mariés, qu'on avait un restaurant, que voilà, notre vie, on avait une vie... normal, quoi. T'expliquais que t'avais besoin de ton mari. Oui, j'ai besoin de mon mari. Mon mari, il m'aide dans tout, il m'aidait énormément. Puis mon mari, c'était mon repère. Christophe, vraiment, j'ai trouvé mon âme sœur. Il m'a fait devenir une vraie femme. Quelqu'un, je pense, de bien.
Je suis pas parfaite, mais il m'a fait devenir quelqu'un de bien. Avant, j'étais pas comme ça. À aucun moment, Liam, tu t'es dit bon, moi, je vais continuer ma vie avec mes enfants. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un d'autre. Mais je me vois pas 12 ans sans amour, sans cette relation, sans ce lien. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Je serai là du début à la fin, mais jamais de la vie. Ça a pu lui arriver, je pense, d'avoir peut-être des doutes. Est-ce qu'elle va rester et tout. Mais il sait qu'il peut dormir tranquille. Il n'y a personne qui m'intéresse, c'est mon mari, je l'aime, je l'attends. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il rentre à la maison. C'est lui et personne d'autre. Il lui reste combien de temps? On ne sait pas trop. Il n'y a pas vraiment de date. Là, il a déjà fait... il est rentré en novembre 2022. Donc là, en novembre 2025, ça va faire 3 ans. Il a déjà fait 3 ans, donc il est à mi-peine. Donc déjà, il sort tous les 2 mois. Il a des permissions familiales tous les 2 mois. Et après, c'est des tapes, ça s'appelle comme ça, je crois. Tous les 6 mois, tu peux déposer pour sortir. Des demandes de permission. Voilà, avec le bracelet électronique, donc une sortie définitive. On avait déjà fait une demande qui lui a été refusée pour plein de raisons. Et du coup, on attend. Pour quelle raison? Parce que déjà, ils veulent pas que Christophe soit à Nice. Bon, c'est leur choix, c'est comme ça. Alors qu'on habite tous à Nice. Moi, Joy est suivi par des médecins à Nice. T'as pensé à déménager? Ben non, c'est pas possible. Joy, je fais comment? Moi, j'ai un appartement dans le Var, donc on pourrait aller dans le Var. Lui, il ira s'il doit y aller, mais moi, je ne peux pas. Joy, ma fille, elle va dans une école spécialisée, à Saint-Tropez, il n'y en a pas, puis même, elle est dans une autre ville, puis je suis propriétaire de mon appartement, là où je suis. Donc, il faut le mettre en location, il faut le vendre, c'est un changement, là. Comment ça s'est passé juste après l'incarcération, justement, pour tes enfants? Pour Joy, pour Charlie? Comment tu leur as expliqué? Comment elles ont réagi? Je pense que Joy, elle n'a pas compris. Ouais. Mon bébé, je pense qu'elle n'a pas compris, elle ne se rend pas compte. Joy, c'est encore autre chose, c'est à part. Pour Charlie, mais quoique, quand Joy, elle voit Christophe, tu verrais comme elle est contente. Ma fille, elle aime trop Christophe. De toute façon, c'est son papa. Pour nous, c'est son papa. Elle a connu... C'est pas son papa biologique? Non, mais c'est tout comme. Des fois, tu sais, le sang, des fois, c'est mieux le cœur que... Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Complètement. Je sais pas comment te l'expliquer, mais Christophe, il est là depuis que Joy, elle a 2 ans. Elle a 7 ans. Genre, pour nous, c'est son papa, on l'appelle Papoun. Il est plus présent que son propre père? Ah oui. L'autre, il n'y a pas. Il n'est pas du tout présent. Christophe, il connaît ma fille. Je vais pas te dire mieux que moi, mais des fois, je veux un truc hasard, avant qu'il aille en prison. Rien il voyait l'habit, il me disait, ouais, ça lui va pas, ça c'est petit, ça c'est grand. Il connaît ma fille par cœur. Mais comment tu t'es organisée en tant que femme, en tant que maman, justement, pour avoir une vie de femme et de mère avec un mari qui est incarcéré? Au début, c'était très compliqué. Déjà, j'ai perdu mon repère, j'ai perdu mon double, j'ai perdu l'homme de ma vie. Il était vivant, mais voilà, quand tu as l'habitude d'être 2 avec les enfants, là, je me suis retrouvée toute seule, il y avait une sacrée organisation. Et en fait, après, j'ai pris un rythme. Du moment que j'ai trouvé mon rythme, là, chez moi, c'est militaire. Genre, chaque minute ou chaque heure, c'est pour quelque chose. Je peux pas changer mes habitudes. Le matin, je fais comme ça, je commence par Joy. Bon, maintenant, il y a Leroy, c'est différent, mais je commence par Joy, Charlie, je les emmène à l'école, j'ai mon rythme. Voilà. Et tout le temps, tous les jours, c'est pareil depuis 3 ans, en fait. Parce que je me disais, comment quelque part, comment t'es garante de l'équilibre d'un couple, d'un mariage? D'un mariage, ça, c'est pas pareil. J'allais le voir, ça, c'est pas entre parenthèses, hein, mais voilà, on s'aime, je vais le voir, je lui apporte ses affaires. Je dirais pas notre amour, il est entre parenthèses, parce qu'on s'aime. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'interaction entre nous, quoi. Je vais le voir au parloir, voilà, c'est... On va pas au restaurant, voilà, ça non. Mais pour ce qui est de ma vie de famille, j'ai trouvé. Au début, c'était compliqué, mais je pense du moment que... Après, tu trouves ton rythme, et après, ça suit. Tous les jours, c'est les mêmes, en fait. Et l'amour, comment tu l'entretiens, malgré la distance, malgré l'absence, malgré le fait que vous n'ayez pas cette liberté de pouvoir vous parler, vous toucher, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez? On se voit déjà quand je vais au parloir. Ouais. On se voit. Avant, quand il était à Grasse, j'y allais 2 fois par semaine. Là, tu y vas tous les combien? Là, maintenant, j'y vais beaucoup moins, parce que même quasiment, je vais te dire plus, parce que Christophe sort tous les 2 mois. D'accord. Donc là, il devrait peut-être bientôt venir, tu vois, quelques jours. Dans 2 mois, il revient. Des fois, je fais un parloir entre le mois qui vient pas, tu vois. Oui. Avant, je faisais 2 fois par semaine, mais c'était à Grasse, c'était à côté de chez nous. C'était à genre même pas 1 heure. Et maintenant, il est à 250 km aller, 250 km retour. Donc 5 heures. Donc j'y vais moins. J'y allais au début beaucoup. Après, j'étais enceinte, j'y allais quand même enceinte. Après, j'ai eu les jumeaux, donc j'y allais encore moins. La question de la confiance, la question de la fidélité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué dans votre couple de par cette contrainte? Non, mais je pense qu'il a confiance en moi. Et il peut. Moi, il n'y a rien à me reprocher. Tu sais que les gens, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, je le dis, c'est que les gens, ils ne misaient pas 1 centime sur mon couple. Même sur moi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avant de rencontrer mon mari, j'étais un peu dingo. Je sortais, j'ai faisais des bêtises...
Bon, bref, j'étais pas la personne idéale avec qui tu as envie de te mettre en couple. Faut dire ce qui est. Même au début, hein, Christophe, il disait, mais elle sort, tout le monde me critiquait, hein, envers Christophe, il me l'a dit, hein, je le sais. Ouais, c'est pas une bonne meuf pour toi, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fous avec elle, machin. Mais lui, il m'a laissé ma chance. Et en fait, grâce à lui, j'ai changé, mais parce que c'est lui. Il m'a rendu meilleur. Donc la confiance, il le sait. Hein. Moi, il n'y a personne qui peut rien dire sur moi. Impossible. Comment t'expliques que les internautes, ils ont été choqués quand ils ont appris que t'étais enceinte et quand t'as parlé de bébé parloir? Ouais. Bah, choquée parce que, en fait, choquée pour qui? Choquée pour les gens qui connaissent pas ce monde-là. Parce que les gens qui sont un peu dans ce monde-là, dans ce milieu, bah, il n'y a pas que moi. Hein. Je peux t'assurer que je suis pas la seule. Hein. Y en a plein qui sont des bébés parloirs. Après, on restait un jeune couple quand même. Tu vois, si ça faisait 20 ans qu'on était ensemble et que mon mari il prenait une peine, j'allais pas te dire qu'à chaque parloir, bon voilà. Mais là, on était un jeune couple, on a des envies aussi. Donc voilà. Et puis moi, je prenais plus ma pilule puisqu'il était plus là. Mais c'est quoi un bébé parloir concrètement? Ça veut dire qu'il faut prendre... J'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Mais il faut prendre rendez-vous auprès de la prison, il faut demander un moment d'intimité, comment ça se passe? Non, t'as pas le droit. Eh ben oui, mais moi je sais pas. Allô, excusez-moi, est-ce que je peux me retrouver avec mon mari une petite heure? Je sais pas. Non, c'est interdit. Bah, en fait, c'est des parloirs tout court. C'est un parloir. Mais comme seul? Oui, seul. Des fois, j'emmenais mes enfants, évidemment, pas quand il y a mes enfants. Mais des fois, j'y allais seule. Et puis, bah voilà quoi. Mais il n'y a pas des caméras de vidéosurveillance? Non, bah non. Ah. Non, bah non, quand même pas. Non, Oui. non, mais il y a des gens qui passent. Donc, faut faire attention. Ok, d'accord. Et voilà. Vous aviez peur? Oui, très. C'était l'angoisse, je t'es comme ça, tu regardes. Mais vous l'aviez évoqué, cette possibilité que tu tombes enceinte? Non, pas trop. Mais peut-être lui pensait que je prenais ma pilule, je sais pas, ou peut-être pas. Mais bon, moi, je suis une poule pondeuse. Hein. Je suis une poule pondeuse, je tombe très souvent enceinte. Mais bon, là... T'es tombée enceinte très rapidement? De là, des jumeaux? Ouais. Ah bah ouais, quand même, hein, je trouve. Hein. Je sais pas, j'ai même pas fait de calcul, quoi. Ben, en fait, tous mes enfants, c'est un truc de dingue, mais c'est vraiment sans le vouloir, ils ont tous 3 ans d'écart. Mais c'est un truc de dingue, la fois, je me suis dit ça. Donc Charlie m'a appris Christophe 2022. Ouais. Bah, assez rapidement, oui. Après, on ne couchait pas ensemble à chaque parloir hein, non plus. Hein. Comment tu lui as annoncé à Christophe ta grossesse? Quand je l'ai vu, je lui ai dit que j'étais enceinte. Moi, je l'ai fait, j'en parle dans mon livre aussi. Moi, j'avais le restaurant. J'avais un restaurant de poké. Et en fait, j'avais un retard de règles. Mais c'est vrai que je suis pas trop réglée, moi, comme fille. Mais bon, quand même. Et j'ai fait un test, j'ai vu enceinte, j'ai halluciné. Et ensuite, je suis allée voir ma gynéco. Et là, j'ai appris que c'était des jumeaux. Comment tu réagis? Quand j'ai su que c'était des jumeaux, ouais. Mais c'était incroyable. Parce que là, tu te dis famille nombreuse, quoi, on va être 4. C'était dingue, mais j'étais trop contente. Enfin, 6. J'étais trop contente, c'était mon rêve de toute façon d'avoir des enfants. J'étais trop contente, mais au début, mais j'ai une vidéo dans mon téléphone, hein, quand elle me fait l'échographie et qu'elle me dit, mais il y a deux poches, parce qu'elle me dit, je lui dis quoi? Je lui dis, mais ça veut dire quoi ça? Elle me dit, il y en a 2, c'est des jumeaux. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Je lui dis, Christophe, il va péter un câble. C'est mes premiers mots. Mais toi, t'étais contente? J'étais contente, mais d'un côté, je me suis dit, et ça va être quoi sa réaction? Mais oui, mais pourquoi lui, il aurait pété un câble? Parce que je suis toute seule. Déjà, mon mari s'est beaucoup inquiété. Il m'a dit, mais lui, il savait que j'allais être fidèle. Le truc qui l'inquiétait le plus, c'était comment tu vas faire avec les enfants. Oui. Il s'est dit, oh là là, je m'en vais en prison, je la laisse toute seule gérer les 2 enfants. Ma fille, elle avait qu'1 an à l'époque. Joy, elle est quand même lourdement handicapée. Joy, c'est comme un bébé. C'est comme si j'ai un bébé, il faut que je la porte pour aller au bain, je la reporte, je lui donne à manger. J'avais comme si j'avais 2 bébés. Donc lui, il s'est plutôt dit, oh là là, je laisse ma femme, je l'abandonne, toute seule avec les 2 petites. Le restaurant, c'était plus la pauvre, je la laisse. Donc là, 2 autres enfants d'un coup. Il s'est dit, waouh, toute seule, 4 enfants. Et toi, t'as pas flippé? J'ai eu peur, mais j'étais contente quand même. J'étais contente. Parce que 4 enfants à charge, quand on est seul, c'est pas la même chose que quand on est 2. Et même quand on est 2, c'est beaucoup. Je suis d'accord. Mais moi, déjà, les enfants, j'aime ça. J'adore. Ouais. J'adore les enfants. J'ai cette fibre maternelle. Je suis faite pour avoir des enfants. J'adore. Mais des jumeaux, comme on me l'a annoncé, c'est incroyable. Moi, la gynécologue, elle m'a dit qu'il y avait plus de chances que je gagne au loto que j'ai des jumeaux. D'ailleurs, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, tout le monde m'a demandé si j'avais fait un truc pour avoir des jumeaux. Alors, pas du tout. Donc, ça t'angoissait pas quand même plus que ça de te dire que tu allais t'occuper de 4 enfants à charge? Je savais que j'allais gérer quand même. Pas tellement. T'as des soutiens? J'ai ma grand-mère qui m'aide beaucoup. Et c'est tout. Voilà. Comment t'envisages, comment tu la passes cette grossesse? Comment tu prépares cet accouchement? Bien, j'ai une très bonne grossesse. Franchement, j'ai une très très bonne grossesse. Je marchais, j'allais de partout. J'étais pas fatiguée, vraiment. J'avais même pas l'impression que j'avais 2 bébés. Vraiment. C'était super. Ça fait différent dans le ventre, la sensation? Au début, non. Et après, un peu. Mais même pas vite fait. J'ai trouvé que cette grossesse, pour moi, et cet accouchement, c'était le plus beau de tous. Vraiment. J'ai pas senti ma grossesse. C'est allé vite.
Je sais pas, ça a bougé, mais je sais pas, c'était comme si que... Comme pour Charlie et pour Joy. Pour l'accouchement, tu étais toute seule ou Christophe, il a pu avoir une permission pour être présent? En fait, à la base, je m'étais mis dans la tête que j'allais être toute seule. Parce qu'on ne savait pas s'il allait avoir une permission, etc. On avait demandé à la SPIP, elle lui a accordé une permission. Donc normalement, ma gynéco, c'était celle qui m'avait fait accoucher de Charlie, donc on était assez proches d'elle, et elle connaissait notre situation du coup familiale. Elle m'avait dit qu'elle me déclencherait. Et puis de toute façon, pour les jumeaux, normalement, je devais accoucher 1 mois avant. C'est comme ça, je crois. Voilà. Donc on avait prévu l'accouchement. Donc Christophe, ils lui ont accepté sa sortie pour 3 jours. Donc il est venu pour 3 jours. Mais moi, j'avais quand même l'angoisse que ça se déclenche pas, parce que même si on le déclenche, ça peut durer 24-48 heures. Je crois que ça peut être très long quand même. Donc j'avais peur que ça tombe pas au bon moment et qu'ils doivent rentrer. Mais en fait, il est venu, il a eu sa permission. Et dès que je l'ai vu, je pense que c'était en moi. Dès que je l'ai vu, j'ai accouché le soir même. Tu l'attendais? Ah ouais, je l'attendais. On l'attendait tous. Tu te souviens de cette sensation qui doit être différente quand on te pose 2 bébés que quand on t'en pose 1? C'était incroyable. C'était déjà un enfant, c'est dingue. Ouais. D'accoucher d'un enfant. Et alors 2, c'est je repense aux images, je me revois et tout. Mon mari, il en avait un, j'en avais un. C'était dingue. Mon mari, il a une petite frayeur quand même, parce que Jude, c'était le premier à sortir. Donc lui, il est sorti de suite. Et Leroy, ça a mis plus de temps, mais t'as un laps de temps, je sais plus exactement combien de temps. Et donc, Leroy, il a eu du mal à sortir, donc la dame, elle a dû me l'attraper, etc. Ok, ça t'a inquiété? Moi, un peu, parce que... Ou tu te rends pas compte? Pas trop, t'es dans le truc. C'est plus Christophe qui a eu peur, qui était de l'autre côté. Il s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, tout s'est bien passé. Il est sorti, mon fils. Tout allait bien, ils étaient en bonne santé. Et Christophe, il peut être avec toi les premiers jours? Il est resté, je crois, 1 ou 2 jours, et après, il devait rentrer. Hein. Ça allait très vite. Ça a été dur pour toi? C'était une déchirure? De le laisser repartir? Ouais. Ouais, quand même. Bah oui, forcément. Mais j'avais mes 2 bébés. Genre, c'était incroyable, quoi. Comment tu les vis ces premiers jours, Léa? Avec mes enfants? Ouais. Avec tes 4 enfants? Super bien, j'étais très heureuse. C'était quand même une grosse organisation parce que tout était en double. Les bibis, les couches. J'étais quand même très fatiguée. Très fatiguée parce que j'étais toute seule avec les 4 enfants. Il y a ma grand-mère qui m'a énormément aidée. Mais bon, j'étais quand même très fatiguée. Mais voilà, je pense que tout est une question d'organisation, encore une fois. Joy et Charlie, comment ça se passe? Les présentations? Elle réalise même Joy? Je pense, ouais, elle les a vus. Elle est touchée et tout, Joy. Ouais, je pense peut-être qu'elle a réalisé. Mais après, est-ce qu'elle réalise que c'est ses frères et tout? Ça, je sais pas trop. Mais Charlie, elle les attendait tellement. Pendant 9 mois, je lui disais, il y en a 2. T'as gardé en mémoire un souvenir qui te tient à cœur avec tes 4 enfants? Tu te souviens d'un beau souvenir? Tous. J'en ai pas en particulier, c'était merveilleux. Après, il avait qu'1 mois et demi, donc c'était des nouveau-nés, mais tous. Ma fille, elle est tellement heureuse. J'avais ma famille au complet. Pardon. En fait, tu sais, je vais te dire, j'ai l'impression que j'ai une malédiction. Mais je me dis, dès que j'ai un moment de bonheur, dès que j'ai quelque chose qu'on m'accorde, quelque chose de bien, il y a toujours un truc qui va pas derrière. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as l'impression de quoi? D'avoir une sorte de bonheur sous condition? Ouais. Dès que t'es heureuse, on peut te l'enlever? On m'en enlève. Je sais pas pourquoi. Du coup, là, je me dis, je vais peut-être avoir quelque chose de bien dans ma vie, je sais pas. Parce que tu dis que ça te l'a fait avec ta première fille, Joy. T'as découvert le handicap. Ma fille. T'élèves une fille, tu le dis toi-même, gravement handicapée, où tu t'es battue. Et tu te bats. Qu'elle ait la meilleure vie possible, qu'elle se sente le mieux. Et quelle est la vie la plus normale possible? Bah oui, parce que je ne serai pas éternelle non plus. Plus tard. Tu rencontres l'amour, tu rencontres ton mari, la vie te l'enlève, quelque part te l'arrache. Voilà. Et ça, toi, tu peux rien faire. Non. Et là, t'as la famille nombreuse dont tu as toujours rêvé. Et ce bonheur, on te l'arrache. Exactement. T'annonces, au travers d'un message sur les réseaux sociaux, un message qui a bouleversé tous les réseaux sociaux, je crois, dans lequel tu dis « Nous avons perdu notre petit ange. Nous sommes dans une tristesse immense de perdre un enfant, c'est inimaginable. Il faudra que l'on passe par plusieurs étapes ensuite, le deuil et la force de poursuivre. Car nous avons aussi Leroy, Charlie et Joy qui ont besoin de nous. Nous avons perdu notre petit ange, il est si pur, si beau. C'est très dur d'accepter l'inacceptable. On se demande pourquoi lui, pourquoi nous. Ça,
Ça doit être une question que tu as dû longtemps te poser, que tu te poses encore beaucoup. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Tu l'auras jamais? Non. Non. Parce que je l'ai connu, mon fils. Je l'ai connu pendant 1 mois et demi, je me suis occupée de lui. La veille, je lui ai pris la douche. J'ai pas compris. C'est ce qu'on appelle la mort subie du nourrisson. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est quand un nourrisson décède subitement. Ça peut arriver dans la première année, alors même qu'il est en bonne santé. C'est beaucoup les garçons. Ah bon? J'ai beaucoup regardé, j'ai regardé des tonnes de trucs sur Internet. C'est beaucoup les garçons. Et il y a une explication à ça? Je sais pas. Faut regarder sur Internet. Je crois que la mort subite, c'est beaucoup les garçons. Là, j'ai regardé. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'as pas de signe annonciateur, tu peux pas te préparer, il n'y a pas de fausse route, il n'y a pas de choses particulières? On m'a beaucoup demandé là sur les réseaux, on me dit oui, essaye de nous, nous prévenir, je sais pas quoi, de la mort subite du nourrisson, d'aider les femmes et tout. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mon fils s'est éteint dans la nuit, sans me prévenir, sans rien. C'était très brutal. Sans raison, c'est ça le truc que je comprends pas. S'il était malade ou s'il y avait quelque chose. Parce que mon fils, Leroy, il a un petit truc, il a un rein pelvien. Qu'est-ce que c'est? C'est un rein, j'en ai jamais parlé, j'en parle dans mon livre. Ça, je l'avais vu aux échographies, mais c'est rien, c'est pas... Il aurait une vie tout à fait normale, hein. D'ailleurs, il est normal. Il a un suivi quand même avec une néphrologue, c'est ça, ouais. C'est un rein qui est un petit peu au-dessus ou en dessous que la normale, mais on parle de millimètres. Donc là, j'avais fait des rendez-vous, par exemple, il ne pourra peut-être pas faire de boxe dans sa vie, pas de parachute, des trucs comme ça peut se déplacer. Mais il a une vie normale. Mais par contre, par exemple, la viande, là, je l'ai commencé à 1 an. Mais c'est rien. Mais à la limite, non, en fait, pas à la limite, rien du tout, mais Jude, il avait rien. Rien. Voilà. Et j'aurais aimé presque qu'on me dise, il y avait ça, que je me trouve une raison d'accepter. C'est-à-dire que là, t'as pas de raison qui te permette de te tenir à un problème. Non, je comprends pas. Est-ce qu'il y a eu une autopsie? Oui. De suite, il y a la police qui est venue à la maison le jour J. SAMU, pompiers, police, ils m'ont pris des draps. Je le raconte aussi dans mon livre, je raconte en détail. Ils m'ont pris des draps, le lait. Il se passe des trucs de dingue dans la vie, on sait jamais. Pour savoir d'où ça pourrait venir? Oui. Peut-être que le lait aurait pu être contaminé ou j'en sais rien. Ils ont tout pris. Évidemment, mon fils a une autopsie. Mais les réponses, tu les as jamais eues? Non. Il n'y a aucune raison, c'est comme ça, voilà. Tu te souviens la mort subite, c'est ça. La veille, tu t'en souviens? Est-ce qu'elle reste gravée dans ta mémoire, ce qui s'est passé la veille? Tout, la veille, le jour, tout. La veille, rien, tout allait bien. Je les ai nourris, je leur ai fait le bain en plus la veille. Donc je les revois les laver, leur mettre leur pyjama. Je leur ai donné à manger. Je les ai couchés. Et le matin, mon fils, il était sans vie. En plus, c'est moi qui l'ai découvert, tout ça, c'est... T'étais toute seule? Avec mes enfants. Oh là, oui. Il y avait ma fille, Charlie, parce qu'elle dort avec moi. Donc, elle était à côté. Comment t'as réagi? Quand j'ai vu mon fils, ouais. J'ai hurlé. Qu'est-ce qui se passe dans un moment comme celui-là? J'ai hurlé. En fait, je croyais qu'il dormait, moi. Oui. Et, parce que Leroy, en fait, si tu veux... Leroy, les jumeaux, c'est pas un mythe. Hein. Mais les jumeaux, tout est par deux. Genre, quand un pleurait, l'autre pleurait. C'était vraiment... ils étaient connectés. Et donc, le matin, Leroy, il s'est un peu réveillé un peu plus tard. Donc, moi, j'en ai profité pour me préparer, etc. Et donc, Leroy pleure, mais pas Jude. Donc, je suis allée automatiquement voir Jude. Et je l'ai trouvé très pâle, très froid, très raide, dur comme une brique. Donc, j'ai compris qu'il y avait un problème. Tout de suite. Tout de suite. J'ai pas besoin de mon médecin pour savoir. J'ai appelé les pompiers. J'ai dit qu'il respirait pas, etc. Ils m'ont fait faire... les gestes de premier secours. Cardiaque, du bouche à bouche, en attendant que les pompiers, la police, tout le monde arrive. Et après, ils sont arrivés, ils ont peut-être essayé, mais c'était trop tard. T'espérais à ce moment-là? J'espérais, t'as toujours de l'espoir. Mais quand j'ai trouvé mon fils froid, dur et blanc, j'ai compris que c'était pas possible. J'ai compris que c'était fini. Et en plus, la dame du SAMU, elle m'a beaucoup demandé si... Parce que c'était dans l'été. Donc elle m'a beaucoup demandé si j'avais mis la clim. S'il y avait la clim, parce qu'il était tellement froid. En fait, il était décédé dans la nuit. Voilà. Donc j'espérais, mais il y a une dame du SAMU très gentille qui m'a dit que de toute façon, s'ils avaient pu réanimer mon fils, ça aurait été un légume. Mais je m'en fous. J'aurais préféré qu'il soit légume avec moi que de devoir lui mettre des fleurs au cimetière.
Mais j'ai compris. T'as toujours un espoir quand même, jusqu'au dernier moment. J'avais envie de leur dire continuez, essayez encore. Comment tu fais pour gérer toute seule, avec tes enfants, avec cet enterrement aussi à prévoir, puisque tu as opté pour un enterrement? Ouais, bah oui. Ouais. Comment tu organises ça? Comment tu fais pour pas perdre la tête? Ah, mais moi, ce jour-là, je sais même plus quel jour c'était. Comment tu fais pour pas péter un câble? Comment tu fais pour pas... J'ai failli m'évanouir dans un camion. Il y avait le monsieur des pompes funèbres. On m'a porté. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. J'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là. Je sais même plus qui y avait. Il y avait mon père, mais je pourrais même pas te dire qui y avait. Je me souviens de rien. On m'avait donné un Exomil, je crois, avant. Oui. Mais c'était hors du temps pour moi, ce jour-là. Je me souviens de rien. De rien. Il y avait mon mari qui m'a tenue. Et heureusement qu'il était là, parce que mon mari, il est resté digne, fort, dur. Il m'a porté, il m'a soulevé. Heureusement qu'il était là. Sans lui, je me serais écroulée par terre. C'était très dur. Et pour lui aussi, je pense. Enfin, c'est sûr. Et lui, comment il l'a vécu, toute cette situation, tout ce drame à distance? Bah, très mal. Mais sauf que Christophe, il ne montre pas trop ses sentiments. C'est un homme, tu sais, un homme, il veut pas trop montrer, des fois, qu'il est triste et tout. Puis je sais pas comment t'expliquer que avec mon mari, on n'a pas parlé de tout ça. Genre, on se dit pas... moi, je lui disais pas trop que j'allais pas bien, et lui non plus. Je pense qu'on voulait pas faire du mal à l'un et à l'autre. Donc, on gardait tout pour nous. Donc, moi, je souffrais de mon côté, lui souffrait de son côté. J'aimerais te montrer un extrait vidéo que tu as choisi de partager sur les réseaux sociaux. Et je te pose ma question juste après, Liam. Je vais aller chez le fleuriste, acheter des fleurs. Et ensuite, je vais aller au cimetière, nettoyer, les poser, etc. Je vais nettoyer, ajouter des plantes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu poser ça. Et ça, je crois, les deux là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent... Enfin, en tout cas, emmener des fleurs. J'ai rarement vu des nouvelles fleurs que les miennes, quoi. J'ai amené un chapelet béni. Je vais lui mettre là-bas, là-haut. Il y en a déjà un que Cathy m'avait offert. Et ça, c'est une petite carte avec un petit médaillon. C'est une prière à Notre-Dame de la Garde. Je trouve ça... Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, qu'est-ce que je vais te dire? Les gens qui viennent pas? Non, je note que tu l'as noté. D'accord. Ben ouais, parce que je me dis qu'en fait, tu remarques tout, forcément. Tu vois tous les détails, les attentions qui sont présentes et celles qui n'y sont pas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi du parcours et du deuil. Ouais. De voir qui est là. Oui. Hein? Ah, je me suis écartée de beaucoup de gens. Ah bah. Énormément. Énormément. Bah, j'ai vu les vrais et les autres. J'ai perdu beaucoup d'amis. Ça aussi, c'est un deuil. Ça fait partie du deuil. Franchement, Ouais. non. Non? Non, pour moi, c'est... ça m'a fait ouvrir les yeux sur les gens. Ça fait pas mal de te dire que des personnes pour qui tu as été présente, qui étaient censées être présentes pour toi, Non. elles ne le sont pas forcément dans un besoin où tu en as le plus besoin. Je le vois pas comme ça. Je le vois comme c'était pas mes amis. Et puis, avec ça, je vois que c'était peut-être que pour des stories ou quand ça va bien. J'ai reçu plein de messages. Hein. J'ai reçu beaucoup de messages. Le premier jour, le deuxième jour. Après, c'est tout. On passe à autre chose, c'est fini. Ça fait mal, ça? Parce qu'ils comprennent pas ce que c'est. Je leur souhaite pas. Mais si un jour ils le vivent, parce que toi, c'est ils vont pas... voir que c'est très dur. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. C'est une éternité, ce sera toute ma vie. Je vais mieux, je vais beaucoup mieux. Là, c'est parce que tu m'en parles et que ça me remémore des sourires, des souvenirs. Mais je souris, je profite avec mes enfants. Je suis pas en dépression. De toute façon, j'ai fait force de résilience. J'accepte. Je suis obligée de toute façon d'accepter. Mais voilà, c'est parce qu'on en parle, donc ça me remue. Mais tous ces gens-là, je veux plus en entendre parler. Je veux plus. T'as coupé les ponts avec beaucoup? Beaucoup. Bah déjà, quand il m'est arrivé ça, j'ai coupé les ponts tout court, mais c'était pas personnel à la base. C'était vraiment général. Parce que j'avais pas envie de parler. Je voulais vraiment garder mon noyau dur. Et ensuite, j'ai vu les gens qui de temps en temps prenaient de mes nouvelles. J'ai vu que ça a duré. Il y en a qui ont pris des nouvelles, hein, très souvent. Et puis j'ai vu que c'était d'autres, 1 fois, 2 fois, même des amis très proches, hors télé. Hein. Je te parle des gens de télé et des gens de la vie que j'avais qui sont pas du tout dans la télé. Hein. Donc ça m'a fait ouvrir les yeux, mais franchement,
pour moi, c'est pas un deuil. Ça m'a fait ouvrir les yeux et merci, en fait, que ces gens sortent de ma vie. Les amis, c'est pas que pour le bon. Au contraire, pour moi, les amis, c'est quand tu vas pas bien qu'on est là pour toi. C'est dans ces moments-là, justement, que tu t'en rends compte. Bah oui. Tu te recueilles souvent sur la tombe de Jude? Au début, j'y allais tous les jours. On m'a dit, faut arrêter. Au début, j'y allais tous les jours. Pourquoi on t'a conseillé d'arrêter? Parce qu'on m'a dit, tu deviens un dingo, là. On m'a dit, faut que tu t'arrêtes, hein, faut que tu respires, là. Tu lui parlais? J'ai acheté une chaise pliante de camping, je le raconte dans mon livre. Prête à raconter des histoires, je parlais comme si il était là. Au début, j'allais tous les jours. Après, je me suis dit, il faut se calmer. Tout le monde disait calme. Donc après, j'y allais de moins en moins. Et maintenant, j'y vais à peu près une fois par semaine. Pour l'instant, Leroy, il est très petit. Oui. Mais j'imagine que tu commences déjà à te dire comment tu vas lui en parler. Parce que, en fait, t'as peut-être conscience, ou peut-être que des psys te l'ont dit, je sais pas, moi je suis pas psy, mais que ça peut faire aussi un traumatisme parce qu'il y avait un lien. Il y en a plein qui m'ont dit ça, je sais pas. Tu penses à tout ça, t'anticipes, tu te fais des films? Après, il avait qu'1 mois et demi, donc c'est sûr qu'ils avaient un lien qui est indescriptible, je pense, mais il y a Charlie, il y a Joy, donc il est entouré, ce petit garçon. Ouais. On l'aime, moi je l'aime fois 1000, genre. Ça, j'en doute pas. Ah ouais. Mais donc je pense pas qu'il ressent peut-être un manque, je sais pas. Est-ce que t'as ressenti un comportement différent après le départ de Jude? Ça. Pas forcément, non. Franchement, ou alors j'avais peut-être pas les idées à regarder ou à voir s'il y avait quelque chose. Mais j'ai pas l'impression que mon fils, ça lui a fait quelque chose. Je sais peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais forcément, ça fera partie de notre vie, de notre histoire, tout ça, c'est toute la vie. D'ailleurs, on a écrit ce livre, donc il y avait plein de raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, mais aussi, ça laisse une trace, une mémoire aussi de mon fils, parce que la fin, on parle de lui, de mon fils, de Jude. Donc voilà, mes enfants pourront lire le livre, ils sont en âge un jour de lire, puis Internet n'oublie rien. Et puis il faudra bien qu'ils soient au courant de sa vie, parce que c'est aussi, mon fils, c'était son frère jumeau, donc ça fait bien partie de sa vie pour lui. Donc je leur en parlerai. Tu leur as expliqué à tes 3 enfants, est-ce que tu as mis des mots sur ton état émotionnel? Est-ce que tu leur as expliqué pourquoi maman, elle pleurait souvent? Je pleure en cachette, souvent. Ah bon? Ça m'est déjà arrivé au début de pleurer devant ma fille, qui se posait beaucoup de questions, la pauvre. Et après, j'ai arrêté. Parce que je veux pas que ma fille, elle souffre. Elle comprend tout, Charlie. Elle comprend tout. Tout. C'est une éponge, c'est mon double, ma fille. Donc tu ravales ta peine? Je prends sur moi. Voilà. Je pleure quand ils sont pas là, ou quand ils sont dans le salon, je vais dans ma chambre, je pleure, j'essuie mes larmes, et on recommence la vie, quoi, tu vois. Tu craques souvent? Faut que ça aille bien pour mes enfants. Au début, beaucoup. Ouais. Des fois, sans raison. Des fois, je sais pas, je pleurais comme ça. Et maintenant, moi, quand j'en parle, je vais mieux. Je vais quand même mieux. Là, parce que voilà, je t'ai dit, on en parle, etc. Mais mes enfants, il faut qu'ils soient bien dans leur vie, il faut qu'ils soient heureux. S'ils ont une maman qui est triste et qui va pas bien, ils vont pas bien. Donc voilà, il faut que je fasse comme si tout va bien. Mais tout va pas bien? Oui et non. Ça va, non, ça va. De toute façon, j'ai pas le choix d'accepter. J'ai pas le choix. Donc ça va. C'est sûr qu'il me manque. C'est évident. Mais ça va. J'ai mes enfants. Moi, je suis en bonne santé. Voilà. J'aime mes enfants plus que tout. J'ai mon mari. Des fois, faut que je me dise que voilà, j'ai autre chose aussi, que ça va. Vous venez de fêter vos 5 ans de mariage. Ouais. Avec Christophe. Ouais. Vous êtes pudique en lien avec la perte de Jude, ou c'est un sujet que vous évoquez? Entre nous deux? Ouais. Très pudique. Très, très pudique. On n'en parle pas. C'est genre tabou? Ouais. Pas vraiment. On en parle, mais ouais, c'est tabou, faut dire ce qui est. On n'en parle pas. Il pleure pas dans tes bras? Non, pas du tout. Tu pleures pas dans ses bras? Non, c'est rare, à part à l'enterrement, évidemment. Oui. Mais c'est très rare. C'est très, 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 très rare. Bon, de toute façon, il n'est pas là. Mais quand il est là, non. Je sais pas pourquoi. Pourtant, avec mon mari, on est vraiment... il n'y a aucune... je sais pas comment te dire ça, mais... Tout va bien, quoi. Enfin, on se dit tout et tout. Mais ça, c'est vraiment un truc... je pense qu'il veut pas me faire souffrir et je veux pas le faire souffrir. Je sais pas. Vous avez évoqué l'idée d'avoir un autre enfant, un 5e enfant? Ouais, moi, je veux. Moi, je veux. C'est essentiel à ma vie, là. Il m'en faut vraiment un autre. Pas pour remplacer Jude, parce qu'il sera irremplaçable. Jude, c'est Jude. Ce sera pas un bébé pansement et tout. C'est un bébé peut-être réparateur, ou c'est un bébé... j'ai besoin, je peux pas rester... j'en parle aussi dans le livre et tout, mais
Je peux pas rester comme ça sur la perte d'un enfant. Je peux pas. Je peux pas. Mon mari, moi, tu vois, il a pas envie, il a pas fait le deuil. Moi non plus, hein. Je pense que de toute façon, le deuil, je sais même pas si on le fait dans une vie. Je sais pas. Mais moi, j'ai besoin. Mais moi, je suis une maman, c'est pas pareil. J'ai porté cet enfant, tu vois. J'étais avec eux, moi. J'ai vécu le décès. Mon mari, il était pas là. Donc, il est très triste, évidemment. C'était son fils. Il n'y a pas de mots. Mais moi, c'est viscéral. Il me faut un enfant, là. Il m'en faut un. Il me manque un enfant. Alors, voilà, ça ne remplacera pas mon fils, ça, c'est certain. Et Jude, c'est Jude. Mais moi, j'ai déjà mon prénom et tout. Si un jour j'ai un garçon, bah, tu verras, tu te diras, ah ouais, vous verrez le prénom. C'est un lien avec mon fils. Il y a une signification? Ouais. Je te dis pas, mais si un jour j'ai un garçon, de toute façon, si j'ai une fille, bah, peut-être que Dieu me donnera pas d'autres enfants, hein, peut-être j'en sais rien, mais si un jour j'ai un autre enfant, si c'est une fille, je vous dirai. T'es croyante? Non, pas tellement. Avec tout ce qui m'arrive? Pas du tout. Non. Et t'étais croyante avant? Non. J'ai jamais été croyante. Du côté de ma mère, il croit en Dieu, mon père pas. Ça dépend qui, hein. Mon père non, ma tante oui, sa sœur, etc. Ça dépend qui. Mais je viens pas d'une famille... Pourtant, je suis baptisée. Hein. Je suis baptisée, j'ai fait même ma première communion et tout. Mais en fait, avec tout ce qui m'arrive, je me dis que s'il y avait un bon Dieu, on m'aurait pas donné tout ce qu'on m'a donné à 31 ans. C'est pas possible. Alors, il y en a d'autres qui vont le transmettre autrement. Les personnes pieuses te diront, mais parce que c'est des épreuves qui ont été mises sur ta vie. Mais ça, je pense que tu peux pas l'entendre. On te l'a mis parce que tu peux les surmonter. Mais moi, je veux qu'on arrête. Je suis plus capable de surmonter rien du tout, en fait. Ouais, ça, c'est pour essayer de se trouver... Non, mais moi, non. J'y crois pas. Liam, merci pour cette interview en toute intimité. Merci pour ce cadeau que t'offres à tout le monde, qui est ton livre, qui sont des confidences quand même, qui sont... très intime. Ouais, ça va plus dans le détail, hein, dans le livre. Ton livre s'appelle « Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas ». C'est marrant ça aussi, hein, le nom de ton livre. Ah ouais? Bah ouais, aux éditions Le Duc. Oui. D'ailleurs, c'est une phrase qui t'est sortie spontanément? C'est moi qui l'ai dit à Julie, elle m'a dit « Hop, c'est ça le nom du livre ». Ben, c'est vrai, parce que j'ai pas la même... Comme on me voit et comment je suis, c'est pas pareil. En tout cas, ton ouvrage « Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas » aux éditions Le Duc est disponible de partout. Oui. Si vous avez envie de découvrir l'histoire de Liam, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de le faire. Et si vous avez vu cette interview avec Julie, l'auteur également, je suis persuadé que ça vous a donné envie de découvrir ce bel ouvrage. Liam, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Liam Benedetto Off. Ton compte TikTok, c'est Liam Benedetto Off. Merci. Merci à toi, Sam. Merci à vous pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour votre accompagnement aussi. Ça fait du bien hein, dans une épreuve, c'est vrai. Hein. Ouais, mais je pleure trop, faut que je m'arrête là. Bah c'est normal, hein, je crois. Ouais, je sais, mais oui, tout le monde me dit, mais Léa, t'as quand même perdu ton fils, quoi. Bah oui, faut pas minimiser, je crois que c'est normal. C'est pas je crois, c'est j'en suis sûr. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.